Bon, à un moment donné, il va falloir que je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que je parle aussi souvent de films musicaux. Oui, parce que le film dont on va parler là, c'est un film musical. Mais attention, c'est pas une comédie musicale, hein. C'est un opéra rock. Et oui, la distinction est importante, ne serait-ce que pour son compositeur, pour qui c'était vraiment important de respecter les codes de tout ce qui constitue un opéra. Et ce film, bordel, dans le genre film ancré dans son temps, c'est difficile de faire plus fort que celui-là, à part peut-être le film Hair. Tiens, d'ailleurs, ça vaudrait peut-être le coup de parler de Hair, un de ces quatre. Ouais, alors non, parce que enfin, faut y aller mollo avec les films musicaux, ça va finir par devenir relou. Ok, mais juste, non, mais juste 2 secondes. J'ai dit non. Bon, je te laisse 10 secondes. Top! Hair est une comédie musicale réalisée par Miloš Forman qui ont, entre autres choses, Volotinen Coucou, Amadeus, Larry Flint et Madame de Moon. Bref, un type qui sait ce qu'il fait, ce serait pas mal qu'on prenne un peu de temps un jour pour parler de lui. Stop, merci. Service. Le film dont on va parler aujourd'hui est un ovni. Alors je sais, je l'ai déjà dit pour le film Cool as Ice. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo sur Cool as Ice, le lien est dans la description. En plus, il est possible que vous ne l'ayez pas vu, vu que la vidéo a d'abord été claim, puis démonétisée, puis dolargenisée, puis shadowban. Et bref, le bras de fer dure toujours, enfin peu importe, lien dans la description. Mais le film d'aujourd'hui, c'est un vrai ovni. Au sens objet visuel non identifiable. Ce film est un immense délire psychédélique que l'on doit à un réalisateur malheureusement méconnu, mais dont on va parler un peu aujourd'hui. Mais pas que de lui, parce qu'il faut aussi qu'on parle de celui qui a composé cet opéra rock. Ouais. Bref, aujourd'hui on est dans une situation où on a un compositeur génial qui fait partie d'un groupe de rock génial, qui compose un opéra rock génial, qui va être génialement adapté au cinéma par un réalisateur britannique aussi génial que dément. Vous reconnaissez que ça fait envie. Et ce film, c'est Tommy. Et il est évidemment absolument impossible de parler de ce film sans d'abord parler des Who. Donc, bah, on va faire comme d'hab, hein. Ça veut dire qu'avant de parler du film, on va d'abord parler d'autres choses. Enfin, c'est bon, vous avez l'habitude maintenant. Bref, donc, les Who. Qui? Nice. Vous qui regardez cette vidéo, je ne sais pas quel âge vous avez, mais selon l'âge que vous avez, eh bien, soit vous-même, soit peut-être vos grands frères et sœurs, soit vos parents, ou peut-être même encore vos grands-parents. Bref, dans votre arbre généalogique, il y a mécaniquement des membres de votre famille qui ont vécu en direct cette révolution musicale qu'on appelle les Beatles. Voilà, comme ça c'est dit, on revient pas dessus. Alors, on peut revenir dessus 2 secondes parce que les gens n'ont pas nécessairement tendance à se rendre compte. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui pour qui les Beatles, bah, soit c'est un peu vieillot, ou à minima, c'est quand même assez basique comme musique, hein, c'est un peu simplet. Et c'est vrai que parfois, quand on écoute pas mal de leurs chansons, on peut se retrouver à se dire ah, ils sont pas foulés sur ce coup-là, en vrai. Je veux dire, Let It Be, d'accord? Let It Be, c'est Do, Sol, La mineur, Fa, Do, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. On se fait chier. Cela étant, il y a quand même des grands moments de bravoure dans leur discographie. On va pas jouer de la flûte. Je veux dire, ils ont quand même expérimenté un paquet de trucs. Et la drogue a dû aider. Mais ce qu'on oublie tout simplement de dire, c'est qu'il y a une raison à cette apparente simplicité dans leur musique. C'est qu'en fait, les gars ont tout simplement inventé la musique pop. Et alors oui, je sais, c'était dans l'air du temps. Il y a d'autres compositeurs qui ont composé des trucs en même temps. Voilà. Ok, tout ça on est d'accord, voilà, rien qui émerge du néant, on sait. Mais de fait, les Beatles ont inventé la musique pop, dont la musique pop d'aujourd'hui est encore l'héritière. Alors du coup, oui, effectivement, quand on entend de la musique pop aujourd'hui, c'est vachement plus sophistiqué que les Beatles. Mais ce sont des musiques qui n'auraient pas existé sans les Beatles. Pour le dire simplement, lorsque les Beatles ont commencé à composer des chansons, ils n'avaient pas à leur disposition l'intégrale des Beatles pour les inspirer. Ensuite, à la même époque, il y a les Rolling Stones. Alors, les Stones, c'est plus rock déjà, c'est beaucoup plus roots. On est sur une musique qui est beaucoup plus viscérale, et les membres de ce groupe ont vachement moins l'air du genre idéal que Paul McCartney. Et médiatiquement, évidemment, ça va être la guerre entre ces deux super groupes, entre ceux qui préfèrent les Rolling Stones et ceux qui préfèrent les Beatles. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous préférez les Rolling Stones ou les Beatles. J'en ai rien à foutre, je le lirai pas, c'est juste pour le référencement. Ah, et je dis médiatiquement aussi parce qu'en vrai, il n'y avait pas de guerre entre les deux groupes. Je veux dire, il y avait une rivalité bon enfant, si je puis dire, mais tout le côté, c'est ça, c'est Team Stones ou Team Beatles, c'était purement médiatique. C'est pas comme la guerre Nintendo-Sega, qui elle était une vraie guerre. Et il y a eu d'autres groupes aussi, hein, je veux dire, par exemple, il y a eu les Doors. Alors, je vais pas parler des Doors. Parce que, je veux fâcher personne, j'en ai rien à foutre des Doors. C'est-à-dire, les Doors, ça me fait ni chaud ni froid, voilà. Si c'est une musique qui vous touche, tant mieux, c'est parfait. Moi, j'en ai rien à secouer. Même si, il est vrai, j'ai un peu de tendresse pour Ray Manzarek, le clavier des Doors, parce que d'abord, non seulement il savait ce qu'il faisait de ses 10 doigts, mais en plus, il arrivait à intégrer naturellement du son de clavier dans une musique qui suppliait de n'être jouée qu'à la guitare et à la basse. Mais il y a un autre groupe à cette période aussi.
Un groupe qui, selon moi, est bien plus important et bien plus pertinent que ce que les gens en retiennent. Et ce groupe, c'est les Who. Oui, bah évidemment. Putain, ce groupe, en réalité, chacun de ses membres pourra avoir sa propre vidéo. Ah, sauf peut-être pour John Entwistle, là, je sais pas ce qu'on aurait trop à raconter là-dessus. Voilà, John Entwistle, le bassiste. Après, bassiste dans un groupe de rock, hein. Oui, mais détrompe-toi, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à raconter sur John Entwistle, surtout si on se met à parler de Quadrophenia. Et on va en parler? Non. Voilà, donc John Entwistle, le bassiste des Who, on va pas s'attarder. On va quand même en parler un peu, parce que, justement, pour un bassiste dans un groupe de rock, le mec envoie du gras. Bref, dans sa configuration initiale, les Who, c'est à la voix Roger Daltrey. Quelle voix! À la guitare et généralement à la composition, même si pas que, mais beaucoup à la composition et à la guitare, donc Pete Townshend, et je vous garantis que lui, on va en parler un brin. Et après, il y a celui dont les gens se rappellent classiquement, donc le batteur, le premier batteur du groupe, Keith Moon. Sauf que c'était pas le premier batteur du groupe. C'est vrai, pendant les 2 premiers mois d'existence du groupe, c'est Doug Sandom qui est le batteur du groupe. Et un soir de concert, il y a un jeune Keith Moon, âgé de 17 ans, qui se pointe comme ça chez Pete Townshend et qui fait « Je joue beaucoup mieux que votre batteur, laissez-moi jouer à sa place, lui c'est un naze. » Alors, faut vous préparer un petit peu parce que Keith Moon, c'est quand même un peu un personnage. Donc il laisse le mec se mettre à la batterie pour jouer avec eux, et ils font le concert, et à la fin du concert, le mec a tellement déglingué la batterie qu'il en reste rien de réutilisable. C'est-à-dire que le mec, il a déchiré les pots, il a plié les cymbales, bref, il en reste rien. Et du coup, les autres membres du groupe se disent « Voilà notre homme !» Parce que ça, c'était un truc un peu des Who, ça, à la base, de péter les instruments sur scène. C'était un grand classique chez eux, ils pétaient leurs instruments sur scène, voilà. Tout en étant particulièrement méticuleux quant à la musique qu'ils produisaient. Attention, les gars, c'était des virtuoses qui pétaient leurs instruments. Voilà, c'est ça, les Who. Alors, en vrai, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que Keith Moon, déjà, de base, sur scène, il est ultra théâtral. Alors que, je rappelle, c'est le batteur. Et du coup, Pete Townshend, le guitariste, il voulait pas vraiment se faire voler la vedette. Donc, du coup, il a commencé à en faire des caisses aussi. Alors que, paraît-il, quand il n'est pas sur scène, le mec est ultra timide. Mais du coup, Daltrey, c'est quand même le chanteur, donc lui aussi, il faut qu'il en fasse des caisses pour se faire remarquer. Du coup, c'était un espèce de challenge permanent entre les trois à celui qui allait le plus se faire remarquer. La conséquence, c'est que les concerts des Who sont réputés pour l'énergie phénoménale dégagée, ainsi que pour le volume sonore, hein, aussi. Pendant 10 ans, ils ont eu le record dans le Guinness du concert le plus fort. 126 décibels. 6 décibels au-dessus de la limite normalement tolérable. C'est un avion de ligne qui décolle à 300 mètres, mais pendant 1h30. Et là, comme vous êtes attentif, vous allez me dire, et le bassiste? Alors, c'est vrai que normalement, le bassiste, on s'en carre. Sauf que John Entwistle, déjà derrière lui, il a un mur d'enceinte. Parce que pourquoi pas? Et son truc à lui, en fait, pour se faire remarquer, c'est d'être le plus immobile possible. Le gars a toujours l'air blasé d'être là. Ce qui est d'autant plus dingue que le mec joue quand même hyper bien pour un bassiste rock. C'est un bon exemple cet extrait parce que figurez-vous que ce concert-là, comme tout un tas de concerts, en fait, a été enregistré en multicam. C'est-à-dire qu'il y a une caméra sur chaque membre du groupe, une caméra générale, enfin on s'en fout, voilà. Toujours est-il que ces différentes caméras sont disponibles sur Internet et que donc je peux vous montrer la différence entre ce que fait John Entwistle et voilà ce que fait le groupe au même moment. Et maintenant avec des bruitages rigolos. Ah, et vous noterez aussi que puisque Daltrey n'a que son micro pour faire le show, eh ben, il fait des dingueries avec son micro. Vous le savez qu'à un moment donné, il y en a un qui se l'est pris dans la gueule, le micro. Je veux dire, c'est sûr. Bref, comme absolument tous les groupes de rock à l'époque, ils commencent leur carrière en faisant des reprises. Ils font aussi un jingle pour les cordes Rotosound, qui sont des cordes de guitare et de basse, qui sont les meilleures cordes de guitare et de basse au monde. C'est les meilleurs au monde? Ah, j'en sais rien. Ils ont sponsor la vidéo? Non. Alors pourquoi tu les mets bien comme ça? Et pour les commentaires, c'est évident que parmi les viewers, il y a des guitaristes et des bassistes, dont certains ne jurent que par cette marque ou que par une autre marque, et que ça va partir en pain au chocolat chocolatine dans les commentaires. Voilà, c'est pour le référencement. Voilà. Déjà que la chaîne est shadowban, donc allons-y. D'ailleurs, parenthèse qui n'a rien à voir, mais juste histoire d'abonder dans cette histoire de référencement, quand on écrit du code, en programmation, quand on écrit du code, il faut indenter les lignes, ça pour que ce soit bien lisible et tout.
Dites-moi dans les commentaires si les indentations, vous les faites avec des tabulations ou avec des espaces. Bref, pour pouvoir se développer, il faut ensuite à ce groupe, donc les Who, parce que c'est de ça dont on parle, je le rappelle, il leur faut des titres originaux. Et c'est Pete Townshend qui va s'y coller. Et il va pas faire semblant. Ah, et j'ai oublié de dire, on est en 1964, on est en Angleterre. Donc on est dans un environnement qui est très conservateur, tout ça, voilà. Et les jeunes ont plutôt une tendance naturelle à se rebeller contre ce système en place qui est relou. Jusque-là, c'est assez classique, on est avant l'émergence vraiment du mouvement hippie, mais on est déjà dans la guerre froide, le Vietnam, tout ça. Et parmi les jeunes à cette époque, il y a deux courants qui commencent à prendre de l'ampleur. D'un côté, les mods, et de l'autre, les rockers. Et alors juste pour pas s'embrouiller, les rockers, c'est pas des rockers genre des gens qui aiment le rock. Les rockers, ça ressemble plus aux blousons noirs aux États-Unis. Vous voyez le côté un peu voyou, cuir, mais de toute façon, on s'en fout parce que c'est pas eux qui vont nous intéresser. Ceux qui vont nous intéresser, c'est les mods. Les mods, qui est le diminutif de moderniste, c'est une catégorie de jeunes qu'on reconnaît à plusieurs critères distinctifs. Déjà, et c'est pas rien, eh ben, ils crèvent pas la dalle. Ils sont pas nécessairement blindés de tunas, mais ce sont pas des gens qui sont à la rue. Et ce sont des gens qui font très attention à leur apparence. Apparence particulièrement soignée, faut dire. Genre costard avec une chemise Ben Sherman ou un polo Fred Kelly, boutonné jusqu'en haut, veste 3 boutons, pantalon cigarette taille basse. C'est-à-dire, vous savez comment ça s'appelle cette coupe là, le pantalon cigarette taille basse? Ça s'appelle un hipster. Voilà. Ils ont un peu tous la même coupe de cheveux à la con, hein, on va dire les termes. Ils aiment beaucoup danser et ils passent pas mal de temps à s'entraîner, à avoir des petits pas de danse stylés. Ils sont plutôt pas violents, mais ils n'ont pas peur d'en découdre, notamment s'ils croisent des rockers, qui sont plus ou moins le gang rival. On reconnaît également les mods à leur monture, le summum étant une Vespa, agrémentée de tout ce que vous pouvez coller dessus, de rétroviseur et de phare. Mais de tout ce que vous pouvez coller dessus de rétroviseur et de phare. Et enfin, un de leurs symboles, c'est la cocarde de la Royal Air Force qui devient, pour ainsi dire, leur logo. Donc voilà ce que sont les mods. C'est un mouvement qui disparaîtra quasi totalement du Royaume-Uni. D'ailleurs, il n'a pas fait d'émule ailleurs, hein. Il n'y a pas eu de mods aux USA ou en France. Hein. Mouvement qui disparaîtra donc avec l'émergence du mouvement yéyé, des hippies, des baba cool, des psychotropes et compagnie. Là où les mods, eux, étaient plutôt branchés en fétamine. Et les Who vont être en quelque sorte une figure de proue de ce mouvement mods, grâce à des chansons qui sont parfaitement adaptées aux questions qui interrogent cette génération. Voilà, et là on est de nouveau sur les rails avec Pete Townshend qui doit composer des chansons originales pour le groupe. À cette époque, les chansons à la mode, c'est plutôt des chansons d'amour, simples, assez classiques, plus fleur bleue et cucul à praline, tu meurs. Je veux dire, à l'époque, les Beatles y chantent I'm happy just to dance with you, and I love her, toutes deux issues de l'album Hard Day's Night, dont voici les paroles de la chanson éponyme. Quand je suis à la maison, tout semble aller bien. Quand je suis à la maison, je sens que tu me serres très fort dans tes bras. Et bien pendant ce temps-là, les Who, ils chantent sur la difficulté de communiquer avec I Can't Explain. La masturbation avec Pictures of Lily. La transidentité avec, on est en 66, hein, la transidentité avec I'm a Boy. En 66, hein. Vous savez ce que c'était le top 3 des chansons en 66 en France? Numéro 1, Mireille Mathieu. Numéro 2, Mireille Mathieu. Numéro 3, Sheila. Non, je déconne. Numéro 3, c'était Mireille Mathieu. Sheila était 4e. Attention, refrain de I'm a Boy. Je suis un garçon, mais ma mère refuse de l'admettre. Je suis un garçon, si je dis que je le suis, je le deviens. Également sur l'identité, la chanson The Substitute, qui va être carrément interdite d'antenne au Royaume-Uni, à cause des paroles. Les paroles qui disent quoi? Qui disent bah, notamment « J'ai l'air blanc, mais mon père était noir ». Alors, interdite d'antenne au Royaume-Uni, mais aux USA, il faudra carrément la réenregistrer en changeant les paroles pour qu'elle puisse être distribuée. Simplement distribuée. Bref, Pete Townshend semble poser des questions sérieuses à une génération qui s'en pose beaucoup. Et c'est pas tout à fait un hasard si le deuxième single du groupe devient un peu l'hymne du groupe, une chanson qui s'appelle My Generation. Bref, je vais pas vous raconter toute l'histoire des Who parce que sinon on y est encore demain. En revanche, je vous invite à vous intéresser à la carrière des Who, à ce qu'ils ont fait, parce que je vous assure qu'il y a beaucoup plus que ce que vous en savez.
Notamment, il y a beaucoup plus que juste les génériques des déclinaisons des experts. Putain, c'est vrai qu'il y a eu ça aussi. Alors, il y a les experts. Les experts Miami et son fameux... Les experts Manhattan. Et un peu moins connue la série des experts cyber, mais avec une des chansons que je préfère du groupe. N'empêche, pour arrondir les fins de mois, l'histoire ça n'a pas dû être un mauvais coup. Ah, sans doute pas, non. Donc les Who sont un groupe phare des mods, mais ils sont également précurseurs du hard rock, ainsi que du mouvement punk. Et commencez pas à m'insulter dans les commentaires, j'ai pas dit que c'était que eux, d'accord? Je dis juste qu'ils ont été précurseurs de ce truc-là. Toutefois, vous pouvez exprimer votre mécontentement dans les commentaires. Bon alors du coup, pêle-mêle, s'il faut que je résume avant qu'on rentre dans le vif du sujet, à savoir le film Tommy. Qu'est-ce que je peux dire? Kiss Moon est alcoolique et accro aux amphétamines. Pete Townshend compense ses difficultés à jouer des solos de guitare comme il le souhaiterait, c'est-à-dire un peu comme Jimi Hendrix ou Jimmy Page, ou comme n'importe quel guitariste qui s'appellerait Jimmy apparemment, en éclatant ce qu'il peut de power chord avec des immenses moulinets du bras, les fameux windmills qui deviendront sa marque de fabrique. Je veux dire, le gars sur scène, il a des ouvertures sous les manches pour pouvoir faire ses mouvements de bras. Okay, ainsi qu'en tapant des rythmiques plus effrénées les unes que les autres, dont notamment une de ses plus connues. Sauf que Pete Townshend, il veut pas juste faire des chansons singles. Lui, ce qu'il veut faire, c'est il veut se lancer dans des concept albums, comme les Beatles. Il veut faire des choses complexes, sophistiquées, comme ce qu'il fera sur l'album A Quick One. Et oui, A Quick One, ça veut dire exactement ce que vous pensez que ça veut dire. Voilà. D'ailleurs, aux États-Unis, il sortira sous un autre nom, cet album. Parce que, oulala, dollar jaune. Album dont le dernier morceau s'appelle A Quick One While He's Away, ce qu'on pourrait traduire simplement par un petit coup vite fait pendant qu'il n'est pas là. Morceau en réalité composé de 6 chansons différentes et dont la durée totale fait 9 minutes 10. Ce mini-opéra rock raconte l'histoire d'une jeune femme dont le mari est parti pendant plus d'1 an et il n'est pas revenu alors qu'il était censé revenir. Et elle rencontre Ivor, le mécanicien de locomotive, elle a une aventure avec lui et quand le mari revient, elle lui avoue et il lui pardonne. Fin de l'histoire. Alors il y a plusieurs choses à dire à propos de ce morceau. D'abord parce que ce qui se passe, c'est que pour Pete Townshend, c'était une expérimentation parce que lui, clairement, il en avait ras le cul que les chansons soient forcément 2 minutes 50. À l'époque, c'était 2 minutes 50, lol. Voilà, ça le gonflait. Et puis surtout, il avait déjà en tête un embryon d'un truc qu'il ferait plus tard, et dont on va parler dans cette vidéo, je vous garantis. Voilà. Et il avait envie de tester la réaction du public, voir si le public était prêt à accepter un truc un peu plus complexe, qui raconte une histoire un peu dans la durée. Et après, il y a aussi cette notion de jeune femme, une jeune fille en fait dans l'histoire, qui même en live devient une jeune fille scout. Et Pete Townshend expliquera que c'était en référence au fait que lui, quand il était gosse, il a été abusé sexuellement. On va y revenir aussi à ça. Ah, et un truc qui m'a toujours fait marrer sur ce morceau, c'est que dans la chanson finale, Townshend voulait qu'il y ait des cordes, notamment qu'il y ait des violoncelles. Qui fasse un mouvement de ton, comme ça. Voilà. Et le producteur, il dit non, c'est bon, on ne va pas payer des musiciens supplémentaires, c'est bon, ça saoule. Ce qui fait que dans la chanson You Are Forgiven, la dernière chanson, si vous tendez l'oreille, vous pouvez entendre les membres du groupe qui chantent le mot cello, qui signifie violoncelle en anglais. Ils font cello, 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 pour remplacer les violoncelles. Je trouve ça hilarant. Et je trouve ça tellement mieux que d'avoir mis des violoncelles en vrai. Dernière chose concernant ce morceau, les Who l'ont joué devant un public au Rolling Stones Rock'n'Roll Circus en 1968. A man's been gone for nigh on a year. He was due home yesterday, but he ain't here. Et on va parler du Rock'n'Roll Circus. Bon, déjà, on est d'accord, les Rolling Stones, j'ai pas besoin de présenter. En 1968, ce sont déjà des stars planétaires, comme les Beatles. Les derniers albums des Beatles qui sont sortis, c'est Revolver et Sgt Pepper. Ça va. Les Rolling Stones, quant à eux, sont sur le point de sortir leur 7e album, Beggar's Banquet, et sous l'impulsion de Mick Jagger, ils décident de faire un événement médiatique pour promouvoir la sortie de l'album. Et c'est comme ça que naît l'idée du Rock'n'Roll Circus. L'idée est la suivante, ils font monter un vrai chapiteau de cirque, voilà, avec une arène et tout, avec un public autour, là, ils ont des idées plus connes les unes que les autres, genre Keith Richards en Monsieur Loyal, qui annonce les invités, enfin bref. Ils ont tout un tas de guests qui viennent pour chanter des chansons, ils vont eux aussi chanter des chansons, ça va être formidable, tout ça, tout ça. Et c'est capté
est produit ou coproduit, je ne sais pas, par la BBC, parce que le but, c'est de le diffuser, évidemment, à la télé. Et parmi les invités, on a qui? On a par exemple Jethro Tull, et je l'ai certainement mal dit, j'ai jamais su bien le dire, donc maintenant je fais même plus un peu attention, j'ai vu Jethro Tull. Voilà. Il y a Marianne Faithfull, il y a évidemment les Who. Et il y a les Dirty Mac. Est-ce que vous connaissez les Dirty Mac? Alors les Dirty Mac, vous êtes certainement plein à pas savoir ce que c'est. Donc voilà, mais il y en a sans doute plein qui savent déjà, hein, voilà, je ne veux pas vous vexer. Hein. Comment je peux dire? C'est un groupe plus ou moins éphémère. C'est ce que moi j'appelle un groupe Megazord. C'est un super groupe si vous voulez. Mais pas au sens, ouais, il est super, au sens où c'est un groupe au-delà du groupe. Les Dirty Mac, c'est un groupe qui est constitué de John Lennon, parce que bien sûr, d'Eric Clapton, parce que pourquoi pas, de Keith Richards, parce que absolument, et de John Graham Mitchell, qui est le batteur de Jimi Hendrix. Voilà, donc manifestement, ce sont des gens qui savent ce qu'ils font avec des instruments. Talot, titre. Ah bah non. C'est-à-dire que ce groupe vous donne l'impression que John Lennon n'est pas au niveau. C'est ça, mais voilà quoi. Avec une particularité toutefois en ce qui concerne le Rock'n'Roll Circus, c'est que bien sûr, évidemment, John Lennon a demandé à ce que Yoko Ono vienne chanter avec eux, ainsi qu'un ami à elle, violoniste, voilà. Ce qui fait que d'un coup, ce qu'ils font ressemble à une espèce de bœuf réalisé par des ados à la MJC de Souffel-Weiersheim. Avec en plus Yoko Ono, qui en plus, voilà, je sais, à mon avis, c'est Lennon qui a négocié, c'est sûr et certain. Il a négocié pour qu'elle puisse avoir, elle, après, son morceau seul avec son violoniste. Et ce truc-là, ça aurait dû passer dans SLG ou dans What the Cut. C'est une évidence, voilà. Ce qu'elle fait, elle applique ce qu'elle appelle, je ne sais plus comment elle appelle ça, mais on va appeler ça le son transcendantal mes couilles. Donc en fait, elle gueule. Voilà. Écoutez, vous savez quoi? Extrait. Ça vous chatouille le... Voilà. Cela étant, cette émission est donc enregistrée en 1968, le 11 décembre 1968, et elle ne sera tout simplement jamais diffusée à la télé. Ah, et évidemment, je ne l'ai pas dit parce que ça me semblait hyper évident, mais je vais quand même le dire, voilà. Les Who, eux, ils ont chanté A Quick One While He's Away. Justement, c'est parce qu'ils ont chanté A Quick One While He's Away que l'émission ne sera jamais diffusée. Parce que le sujet de l'adultère, ça passait pas tellement à la télé. Non, c'est pas pour ça. Parce que les Who n'ont pas aimé leurs prestations et ont refusé que ce soit diffusé du coup. Non plus. Devant l'exceptionnelle prestation des Who, les Rolling Stones ont tout simplement exigé que l'émission ne soit jamais diffusée. Merci, c'est tout pour moi. Salut, pareil. Alors que c'était la dernière prestation en public de Brian Jones. C'est dommage du coup. Même si eux, ils ne le savaient pas, les gars, que c'était sa dernière prestation. Alors, il y a bien eu quelques bootlegs qui ont circulé, des légendes urbaines, tout ça, voilà. Mais on a toujours pensé que les masters avaient été détruits. Et il faudra attendre 1996 pour que quelqu'un arrive à les retrouver et que le truc sorte en VHS, soit 30 ans plus tard. Et alors, est-ce que les Who ont été effectivement si bons que ça? Bah oui et non en fait. Ce qu'il y a, c'est que déjà, le morceau qu'ils ont joué donc était radicalement différent de ce qui se jouait à l'époque. Donc déjà, ça a pu frapper les esprits. Et par ailleurs, les Who, ils ont été sur scène comme ils sont toujours sur scène. C'est-à-dire avec une énergie folle, et en considérant surtout cette petite arène comme une vraie scène, et pas comme le kiosque d'une fête à neuneux de Mundelsheim, quoi. Quoi couper? Toujours est-il que A Quick One vis-à-vis du public, ça fonctionne, et que donc Pete Townshend est rassuré, se dit qu'il peut se concentrer sur son idée d'opéra rock, qui finira par sortir en 1969, qui deviendra un monument du rock, un monument de la musique du XXe siècle, Tommy. Alors juste encore 2-3 trucs, histoire de pouvoir en finir avec les Who et pouvoir avancer. Donc Keith Moon, qui est à peu près aussi génial que timbré. Donc outre le fait de déglinguer sa batterie sur scène, avec Pete Townshend, ils saccagent leur chambre d'hôtel. Leurs chambres d'hôtel. Il se retrouve notamment interdit à vie de séjourner dans un Holiday Inn pour avoir garé une Lincoln Continental dans la piscine. Et Keith Moon décède en 1978 à l'âge de 32 ans. Ce qui veut dire que tout ce qu'on racontait là, c'est genre il avait 20 ans, 22 ans, 25 ans. Il décède d'une overdose de médicaments qu'il prenait ironiquement pour se soigner de son alcoolisme. Et il sera remplacé dans le groupe par Zach, le fils de Ringo Starr. Parce que Ringo Starr, c'était le meilleur ami de Keith Moon, et que Zach, donc le fils de Ringo Starr, c'était le filleul de Keith Moon. Et juste encore avant d'en finir, un warning concernant Pete Townshend, parce que si je ne le dis pas, je vais avoir 200 commentaires pour me dire pourquoi tu n'en as pas parlé. En 2003, au Royaume-Uni, il y a la police qui a démantelé un réseau de trafic de photos pédopornographiques. Parmi les gens qui sont entendus, il y a Pete Townshend, dont il est avéré qu'il a utilisé sa carte de crédit plusieurs fois, sa carte de crédit personnelle plusieurs fois pour acheter certaines de ses photos. Quand il est entendu, lui, il explique que c'est justement par rapport à ses recherches sur la pédocriminalité, parce que lui-même, quand il était enfant,
a été abusé. Il explique par ailleurs publiquement qu'il n'y a rien qu'il déteste plus au monde que la pédocriminalité. Voilà. Et, à ma connaissance, et de ce que j'ai pu trouver, il ne sera pas plus inquiété par la suite. Voilà, donc comme je ne sais pas trop quoi faire de cette information, je vous la donne, comme ça, vous l'avez. Ok, mais ça pète un peu l'ambiance là quand même, non? Eh ben, c'est pas grave, on n'est pas obligé d'être léger et drôle en toutes circonstances, on n'est pas dans LOL qui ressort. Heureusement. Et donc, Tommy, l'histoire d'un gosse qui devient sourd-muet et aveugle à la suite d'un choc émotionnel et qui deviendra le messie de toute une génération qui finira par se retourner contre lui. Quoi? Feur? On va en parler en détail, même si on va pas ou très peu parler de l'album. On va plutôt se concentrer sur l'adaptation au cinéma en 1975 par le réalisateur britannique Ken Russell. Laisse-moi deviner. On va faire une parenthèse pour parler de Ken Russell? Bah, c'est quand même Ken Russell. Ken Russell, on va pas se mentir, la plupart d'entre vous n'en a jamais entendu parler. C'est un Britannique qui est à la fois réalisateur, scénariste, acteur, producteur, monteur, directeur de la photo. Ouais, c'est un youtubeur. Alors, il y a les vidéastes, d'accord? Les vidéastes, et il y a les cinéastes, d'accord? Lui, c'est un cinéaste. Un petit peu de respect. Au début de sa carrière, le gars réalise plutôt des documentaires dans le domaine de l'art, de la danse, ou pour parler de compositeurs classiques. Mais avec les années, son travail devient de plus en plus subversif. Par exemple, dans son documentaire La danse des 7 voiles, il fait passer Richard Strauss pour un nazi, ce qui fait que ses ayants droit vont lui retirer les droits d'utilisation de la musique, ce qui fait que le documentaire pourra sortir qu'en 2019. Parallèlement à ça, il écrit et réalise des films de fiction, cette fois-ci, comme par exemple Love en 1969, avec Oliver Reed, qui deviendra un acteur fétiche de Ken Russell. Oliver Reed, vous l'avez vu dans Gladiator, et si vous êtes de ma génération, vous l'avez également vu en méchant dans Condorman. Il n'est pas un agent de la CIA, c'est un petit auteur de bande dessinée. Oh putain, Condorman! Est-ce que c'est sérieux? Et Love, quand il est sorti, bah, il a fait scandale, parce qu'à un moment donné, il y a deux mecs qui font la bagarre à poil, et que déjà d'une, de voir des tubs au cinéma à l'époque, c'était non, juste non, pourquoi? Non, voilà, non, non. Et puis aussi, ce qui se passe, c'est que là, les mecs qui faisaient une espèce de lutte gréco-roméno, de catch, machin, il y avait quand même une charge homo-érotique qui n'était pas piquée des hannetons. Surtout pour l'époque. Alors, juste un truc, parce que oui, ça fait scandale, mais justement, il sort pile au bon moment. Il sort au moment où il y a la révolution sexuelle, etc. Enfin, tous ces trucs-là qui fait qu'en fait, il sort pile au moment où on attend des films qui font scandale. Le film va avoir le Golden Globe du meilleur film étranger en 71. Le Golden Globe, il va avoir plusieurs nominations aux Oscars. Vous le sentez que c'était plus détendu à l'époque? Donc aux Oscars, il y a Ken Russell qui est nommé, hein. Il est nommé comme meilleur réalisateur pour ce film. Et Glenda Jackson, qui est l'actrice principale du film, qui jouera plusieurs fois d'ailleurs avec Ken Russell. Elle, non seulement elle est nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice, mais elle va l'avoir, l'Oscar. Oui. Bref, le film est un succès, il a 11 nominations BAFTA, les gens sont contents et les gens vont le voir. En 70, il réalise un film qui s'appelle La Symphonie pathétique, un film qui raconte la vie de Tchaïkovski et de sa femme nymphomane, interprétée encore une fois par Glenda Jackson, avec Richard Chamberlain qui joue Tchaïkovski. Vous vous rappelez Richard Chamberlain? Vous vous rappelez Richard Chamberlain? Shogun. Les oiseaux se cachent pour mourir. Les oiseaux se cachent pour mourir. Alan Quatermain. Alan Quatermain, putain, vous connaissez pas Alan Quatermain? Il y a eu 2 films Alan Quatermain, il faut les voir les 2. Hein. Avec Sharon Stone qui est toute jeune dedans. Bref, Richard Chamberlain, c'était le premier Jason Bourne à la télé. Mais on s'en fout parce que Ken Russell, l'année suivante, il réalise Les Diables. Les Diables, putain! Avec Oliver Reed, Vanessa Redgrave. Les Diables, c'est possiblement son film le plus célèbre. Comment vous expliquer le niveau de scandale? Alors, en vrai, il n'est pas si scandaleux que ça quand on le regarde, jusqu'au moment où on se rappelle qu'il date de 71. Le film s'inspire d'une histoire vraie dite des démons du Loudun. Alors, je vous mets dans la description un lien vers une vidéo d'histoire qui parle du sujet. Voilà. Je ne vais pas m'étendre, moi, sur l'aspect historique de la chose. Hein, voilà. Alors, de quoi ça parle, ce film? L'abbé Urbain Grandier s'oppose à l'autorité du roi Louis XIII ainsi qu'à la censure du pouvoir. Mais, au couvent de cet abbé, la mère Jeanne des Anges se déclare possédée par le diable. Alors le roi va en profiter pour faire accuser l'abbé Grandier de sorcellerie. Voilà, en gros. Et il y a des scènes de sexe entre religieuses possédées ou non par le diable. Et ça a été un méga scandale, à savoir qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui continuent de considérer que ce film n'aurait jamais dû voir le jour. Et depuis le moment où j'ai commencé à écrire cet épisode, il y a une chaîne YouTube qui a fait une vidéo sur ce film. Donc, et la chaîne, c'est Intercut. Si vous ne connaissez pas,
putain, mais allez découvrir Intercut, quoi. Voilà, je vous mets le lien vers la vidéo dans la description. Et les décors de ce film sont magnifiques. Mais ça, de toute façon, c'est un truc qui va marquer la carrière de Ken Russell, c'est-à-dire une direction artistique toujours hors sol avec des artistes ultra vénères. Ken Russell va continuer à faire d'autres films, dont le plus populaire auprès du grand public, sans aucun doute, c'est un film de 1980, un film de SF qui s'appelle Au-delà du réel, avec William Hurt, dans lequel celui-ci justement joue un scientifique qui, à l'aide de drogue et de caissons d'isolation, cherche à remonter aux origines de l'humanité. Mais en 1975, je dis bien juste en 1975, Ken Russell va réaliser 2 films musicaux. Tommy, dont on va parler, et Lisztomania. Lisztomania, c'est un biopic complètement jeté sur la vie de Litz, le compositeur, avec Roger Daltrey, le chanteur des Who qui joue Litz, qui se déplace en vaisseau spatial constitué de tuyaux d'orgue. Outre les musiques classiques, les musiques de ce film sont composées par Rick Wakeman, dont on a déjà parlé sur cette chaîne. Rick Wakeman, c'était le clavier du groupe Yes. Rick Wakeman qui, dans ce film, joue Thor, le dieu nordique. Thor. Et Ringo Starr joue le pape. Le pape. Et donc, dans ce film, Ringo Starr, le pape, oui, et donc, Ringo Starr, sa sainteté, le pape. Ok, pause, juste pour qu'on soit clair à propos de ce film. Lisztomania, c'est un film, quand il est sorti, il a été interdit aux moins de 18 ans. Pourquoi? Parce que notamment, dedans, il y a une scène où Litz, donc interprété par Roger Daltrey, se retrouve affublé d'une tub en érection anatomiquement correcte de 5 mètres de long, avec les baloches qui vont en dessous et tout. Tub de 5 mètres que chevauchent 5 femmes, dont George Sand. Et donc, à un moment, spoiler, voilà, il y a Litz qui utilise son vaisseau spatial pour tirer des lasers générés par les meufs qui sont dans les tuyaux d'orgue, les meufs qui chevauchaient sa bite plutôt, donc pour tirer des lasers sur Richard Wagner en méca Hitler. Et j'attire votre attention sur le fait que c'est pas de ce film-là qu'on va parler. Donc est-ce que vous le sentez que le film dont on va parler, il va être épique? Bon, c'est bon du coup, on va pouvoir y aller maintenant? Ouais, c'est bon, on peut y aller. Donc, Tommy, opéra rock des Who, réalisé par Ken Russell, 1975. Ah, et spoiler au fait. Non mais oui, mais bien sûr, je dirais évidemment que ça va... Putain, le rythme, les gens, le rythme. Bien sûr qu'on va spoiler tout le film, c'est le principe du truc. Avant même l'écran titre, qu'est-ce qu'on voit? Une production Robert Stigwood. Robert Stigwood, entre autres choses, c'est le producteur de Jésus-Christ Superstar, de Bugsy Malone et de La Fièvre du samedi soir. Et si vous ne connaissez pas Bugsy Malone, c'est un film de gangster qui se passe à l'époque de la Prohibition et dont le casting est intégralement constitué d'enfants. C'est un film réalisé par Alan Parker, qui juste après va faire Midnight Express. Genre dans ce film, il y a Jodie Foster qui a 15 ans. Et qui la même année jouera dans un autre film pour enfants dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Taxi Driver. Et le rôle titre est tenu par Scott Baio. Vous vous rappelez de Scott Baio? Charles s'en charge. Et le film s'appelle en français Du rififi chez les mômes. Du rififi chez les mômes. C'est pas un nom à la con, ça? Bref, écran titre, Tommy, et dès la première image, il y a un truc qu'on peut constater qui va être un fil rouge tout au long du film. Ce film est bourré de métaphores. Et attention, c'est des métaphores qui sont pas subtiles. Et c'est pas parce que Ken Russell est pas subtil. C'est l'époque qui veut ça. Vous vous rappelez, rien n'émerge du néant, chaque film existe dans son époque, tout ça. Première image, on a une figure christique, mais pas en situation de passion, pas en crucifixion, mais bien avec une auréole solaire qui recouvre complètement cet homme qui descend littéralement de la montagne. Et pour comprendre à quel point c'est pas subtil, le personnage qu'on voit là, Captain Walker, interprété par Robert Powell qui, au moment du tournage, est déjà casté pour une mini-série qui tournera l'année suivante. Une mini-série réalisée par Franco Zeffirelli, dont on a déjà parlé sur cette chaîne, une mini-série de 6 heures et sobrement intitulée « Jésus de Nazareth ». Le gars a été casté pour jouer Jésus. Et alors Jésus de Nazareth de Zeffirelli, c'est pas oufissime. Par contre, c'est bien produit, pour de la télé surtout, et pour l'époque, c'était vachement bien produit. Et l'acteur est top. La première séquence du film Tommy sert d'exposition pour le film, mais également d'ouverture pour l'opéra rock. L'ouverture dans un opéra, c'est un morceau musical qui est là pour ouvrir l'opéra. Réfléchissez 2 secondes, voilà. Et qui contient déjà
dans ce morceau, c'est un genre de medley qui contient tous les thèmes principaux de l'opéra qui vient. Et alors dans la version de l'album de 69, c'est encore plus flagrant parce que les thèmes sont repris vraiment à l'identique. Et bref, cette exposition, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Eh bien on a un couple, le Captain Walker et sa femme, qui vivent le parfait amour. On les voit faire l'amour sous une cascade de flotte, et c'est très manifestement l'instant de la conception du jeune Tommy, on va y venir. Oui, parce que c'est pas évident tout de suite, mais une fois que le film est fini, c'est rétroactivement évident, croyez-moi. De retour chez eux, ils passent un moment ensemble, quand d'un coup le téléphone sonne, le capitaine décroche, et en fait, il doit y aller parce qu'il est appelé au front. On découvre alors qu'on est en plein pendant la Deuxième Guerre mondiale, en plein Blitz, l'Angleterre est bombardée, et le capitaine, il doit aller rejoindre l'armée. Toute petite parenthèse, Ken Russell, avant d'être réalisateur, il faisait partie de la RAF, la Royal Air Force, voilà, c'est tout. Pendant les bombardements, sa femme se terre dans un lit qui est refermé pour la protéger, et avec à son chevet une photo encadrée de son mari, puis on voit la photo qui tombe et le cadre qui se brise. Voilà, donc c'est pas subtil, on voit en parallèle l'avion du Captain Walker qui se crache, quoi. À l'usine où les femmes participent à l'effort de guerre en fabriquant des obus, on voit la femme du Captain Walker qui remplit des obus de ce qui est manifestement des boules de flipper. Là encore une fois, c'est pas du tout subtil et c'est 100% assumé. Il y a quelqu'un de l'armée qui vient pour lui annoncer la mort de son mari et elle s'effondre au milieu de manifestement beaucoup trop de boules de flipper qui roulent. Et alors juste, préparez-vous un peu, parce que ça va vraiment filer la métaphore pendant tout le film. Puis c'est la victoire en même temps que la naissance de son fils. Voilà, pas de salle intermédiaire, pas de transition. Pour la femme du Captain Walker, on ne connaîtra jamais le nom. Au générique, elle est créditée comme Nora Walker Hobbs. Donc on peut l'appeler Nora, voilà. Mais alors juste, donc Walker c'était le nom de son mari Captain Walker, et Hobbs, c'est pas son nom de jeune fille, c'est le nom de son mari d'après, qu'on connaît pas encore, voilà. Nora. Et Nora est interprétée par Anne Margaret, une star des années 60, actrice et chanteuse, qui a beaucoup travaillé avec Elvis Presley, avec qui elle entretiendra une profonde amitié jusqu'à la mort de ce dernier, mais on s'en fout, c'est pas du tout le sujet. Non, le sujet c'est que c'est une bonne actrice et une bonne chanteuse. Parce que son mari va être joué par Oliver Reed, qui est un bon acteur, mais comme chanteur, il est nul à chier. Donc je disais pas de scène intermédiaire et pas de transition. Pourquoi? Parce que pour Nora, la guerre, c'est la mort de son mari et la victoire, c'est la naissance de son fils. Quelques années plus tard, Nora et son fils Tommy assistent avec de nombreuses femmes et de nombreux enfants à une cérémonie à la commémoration des morts de la guerre et, enfin, juste mater ce monument aux morts. C'est un obus avec des ailes. Alors ok, c'est aussi une énorme bite, mais c'est avant tout un obus avec des ailes. On peut également noter la présence de nombreux coquelicots en papier, les fameux poppies, qui sont une tradition anglaise depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Alors oui, on va parler de ça parce que c'est un truc assez important et qu'on en voit un paquet pendant le film. Au Royaume-Uni, à vrai dire dans tout le Commonwealth, en fait, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, il y a un jour par an où tout le monde porte un coquelicot en papier à la boutonnière, qu'on achète en fait contre une donation qui va aux familles des victimes de la guerre et aux proches des morts de la guerre. Et alors, fun fact, même si fun moyen, pourquoi des coquelicots? Parce qu'on a constaté que ce sont des fleurs qui poussent naturellement sur les tombes des soldats ainsi que sur les bords des tranchées. C'est un truc qu'on avait déjà constaté à l'époque de Napoléon. Voilà, et en plus c'est rouge, donc ça rappelle le bain de sang qu'a été la Première Guerre mondiale. Oui, sauf que là, il s'agit de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, sauf que c'est devenu une tradition pour tous les soldats tombés, indépendamment de la guerre. Et visuellement, ça va être très intéressant parce que Nora va planter au pied de ce monument aux morts une croix ornée d'un coquelicot au milieu d'un tas d'autres croix similaires. Et bien vous savez quoi? Ce machin-là, c'est un vrai truc. Voilà, donc Nora fait son deuil. Difficilement, mais elle fait son deuil. Voilà, plus tard, donc Nora va emmener son fils Tommy au Bernie's Holiday Camp, une espèce de club de vacances, dans lequel elle va sortir avec Oliver Reed, qui travaille sur place. Oliver Reed qui joue le rôle d'un gars qui s'appelle Frank Hobbs. D'où le Hobbs dans son nom. Voilà donc Oliver Reed, donc Frank Hobbs, qui dit au petit Tommy, avec une voix d'une sensualité délicieuse. You must be little Tommy. We'll call me Uncle Frank. Ah mais donc Nora et Frank se connaissaient déjà en fait. Alors, j'en sais rien, on n'est pas sûr, et on s'en cogne. C'est pas le genre de film où il faut peser chaque mot, chaque syllabe et tout, c'est pas ce genre de film. Non, ce film est une histoire initiatique et métaphorique qui parle des religions et, croyez-le ou non, des relations parasociales. Oui. Et c'est pas de la surinterprétation de ma part. Croyez-moi, on va y venir. Les vacances se passent. Nora, elle a l'air de tomber amoureuse de Frank. Frank qui a l'air d'être sympa, si tant est qu'il est possible à Oliver Reed d'avoir l'air d'autre chose que d'un psychopathe. C'est un peu le même problème qu'avec Jack Nicholson, si vous voulez. Jack Nicholson a toujours l'air cinglé. Moi, j'aimerais bien voir Jack Nicholson dans un rôle où il n'a pas l'air dément. Profession reporter d'Antonioni, qui est sorti la même année que Tommy. Voilà. Cela étant, si tu as envie de voir Jack Nicholson ne pas avoir un air dément, je t'en dis pas plus, mais t'as pas besoin d'aller chercher bien loin. Crois-moi.
Ah, ok, mais c'était pas très important en fait, je voulais juste dire vraiment pas loin. Pas loin. Ok, c'est bon. Tommy s'amuse pendant ses vacances, aime voir sa mère heureuse de gagner un concours de beauté. Vous noterez qu'il est devant une fontaine, parce que les courants d'eau ont une importance majeure dans ce film. On a également droit à ces magnifiques zooms symptomatiques des années 70, et dont je suis assez triste qu'ils aient globalement disparu. Sauf chez Tarantino. J'ai dit globalement, et me lance pas sur Tarantino, putain. Au terme de ses vacances, Nora entrevoit un avenir possible avec Frank qui pourrait bien se comporter avec Tommy comme un père. Du coup, il rentre avec Nora et Tommy pour aller vivre avec eux. Et alors, c'est un peu con, mais j'aime beaucoup la scène où il arrive et où il découvre là où il va vivre. C'est tout con, c'est pas grand-chose, c'est un peu loufoque en fait comment c'est filmé. Tommy est couché et avant que sa mère quitte la chambre, il lui dit qu'il aime bien Frank. Deux choses à noter dans cette chambre. Déjà, le papier peint, qui est une mosaïque d'avions bombardiers comme celui dans lequel le père de Tommy a trouvé la mort, tous orientés vers le bas. Bonjour l'ambiance. Et il y a un miroir rond. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, mais gardez-le dans votre tête. Il y a un miroir rond. Ah, et on profite également de ce magnifique arrêt sur image pour remarquer que la robe de Nora est quasiment un coquelicot de papier à elle seule. Tommy s'endort et notre nouveau couple se retrouve pour passer leur première nuit ensemble chez eux alors que débute la chanson 1951. Chanson dont le début dit la chose suivante que se répètent nos deux amoureux. J'ai le sentiment que 1951 va être une bonne année, qui plus est si nous la vivons ensemble. Je n'ai pas de raison d'être exagérément optimiste, mais quand je te vois sourire, je peux affronter les orages. Et c'est bien évidemment maintenant que le film va nous mettre un pain dans la gueule. Parce que le père de Tommy est de retour. Blessé, mais bien vivant. Il va voir son fils Tommy, et quand il sort de sa chambre, ça réveille Tommy. Tommy qui suit discrètement son père qui se dirige vers la chambre de sa femme. Le capitaine surprend sa femme avec Frank. Sa femme, elle se réveille, elle voit son mari qu'elle pensait mort, elle se met à hurler. Frank, sans réfléchir, il attrape une lampe et il l'éclate contre la gueule du Captain Walker, qui s'effondre et meurt sur le coup, sous les yeux du fils Tommy. Alors, est-ce que Frank a pensé qu'il s'agissait d'un intrus ou est-ce qu'il a reconnu le Captain Walker? On n'en sait rien et on s'en fout, parce que c'est pas ça l'important. L'important, c'est que Nora a remarqué que son fils Tommy a tout vu. Et cette séquence me fout les poils, je vous le dis. Hein. Cette séquence, elle est... Sans avoir besoin de s'échanger un mot à ce sujet, nos deux amants comprennent bien que puisque le Captain Walker était déclaré mort depuis des années, en gros, il suffit de faire disparaître le corps, ils n'auront pas de problème avec la justice. Voilà, c'est un accident, ça arrive. Et effectivement, ils ne vont pas avoir de problème avec la justice. Ils vont avoir des problèmes, mais pas avec la justice. Sauf que, pas de bol, Tommy a tout vu. Alors, il lui répète à tue-tête, tu n'as rien entendu, tu n'as rien vu, tu n'en parleras jamais à personne, jamais de ta vie, tu ne diras la vérité à qui que ce soit. Et Tommy se retrouve instantanément sourd, muet, aveugle. Boum, fin de l'acte 1.